merci beaucoup de m'avoir invité. Pendant que j'y pense, pour rebondir sur l'exposé de tout à l'heure de Muriel Van Vliet, on a un dernier témoin d'Abi Warburg et de toute cette période-là qui les a connus, qui est l'historien d'art Henri Zerner. Henri Zerner, qui a été en même temps très proche de Charles Rosen. En fait, Henri Zerner m'avait expliqué que sa mère avait été un peu à la fois une secrétaire, une petite main d'Abi Warburg, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Henri Zerner est parti aussi enseigner aux États-Unis. Voilà, donc on a encore le temps de l'interroger, il habite à Paris, c'est le moment d'en profiter. Voilà, et en plus il est charmant. Alors, troublante fantaisie. Alors, mon propos va être de tenter de comprendre comment j'ai pu travailler pendant tant d'années un ensemble d'œuvres un peu particulières qui sont les fantaisies de Liszt sur des thèmes d'opéra, en évitant soigneusement les questions de sémiologie, les questions de sémantique musicale, les questions de sémiotique et les questions de narratologie à la Tarasti, dont a parlé tout à l'heure Nicolas Méeus. Voilà. Alors que tout m'y conduisait de par la nature même de ce qu'est une fantaisie de Liszt sur des thèmes d'opéra. Alors, ma première chose, je vais peut-être quand même partager quelques éléments de plan, si j'arrive à les trouver. Les voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris comment dirais-je, comme sujet les troublants de fantaisie, parce que en réalité, je vais aussi, rebondissant peut-être sur la toute première session de Ferdinand de Saussure à aujourd'hui, si vous voulez, parce que montrer en fait l'histoire d'une recherche dans le cadre de la musicologie, qui était en fait celle de ma génération. Alors d'abord, quelques brefs rappels quand même, parce que les fantaisies sur des thèmes d'opéra sont des œuvres assez peu connues, même encore aujourd'hui, même si on recommence un petit peu à les jouer, de rappeler, donner quelques éléments sur le monde lystien et rappeler un petit peu ce qu'est une fantaisie et expliquer rapidement aussi ce qu'a été la musique à programme dans l'esprit de Liszt. Alors, qu'est-ce qu'une fantaisie? Alors, je vais donner quelques éléments factuels. C'est un groupe d'œuvres, assez peu, à peu près une douzaine, que Liszt a composé entre 1835-1836 d'un côté et 1841-42, et qui étaient, si vous voulez, les pièces centrales de ses concerts. Quand Liszt a donné des concerts à partir de 1839, notamment jusqu'en 1948, les pièces centrales de ces concerts c'était en général une fantaisie sur un thème d'opéra, sur des thèmes d'opéra. Et donc, alors ce sont des œuvres assez particulières qui vont donc manipuler des thèmes d'opéra, qui vont partir d'un opéra en général qui a été créé dans l'année ou pas tellement longtemps avant, des opéras à la mode, si vous voulez, qui vont être pris par Liszt et recomposés à l'intérieur d'une pièce musicale de grande dimension, entre à peu près 17 minutes et 35 minutes, par exemple pour les réminiscences du Huguenot, et qui donc font en sorte que le piano seul, si vous voulez, va se retrouver à évoquer quand même des situations d'opéra, des situations dramatiques, des thèmes musicaux, éventuellement, pourquoi pas, dans l'imagination des gens qui ont assisté aux représentations, pourquoi pas des décors. Enfin, on a une sorte, si vous voulez, de Gesamtkunstwerk, mais qui est comprimé et contenu dans la seule narration pianistique du virtuose. Avec une deuxième idée aussi, c'est que Liszt lui-même méprisait ces œuvres-là. C'est pour ça qu'avant que je m'en occupe, personne ne s'y était intéressé dans la musicologie. D'ailleurs, mon directeur de thèse de l'époque m'avait dit, mon co-directeur, mais pourquoi vous intéressez-vous à des œuvres qui n'intéressent personne? Sur quoi j'ai répondu, bah, écoutez, si elles n'intéressent personne, c'est bien pour ça qu'elles m'intéressent. Et en réalité, Liszt les méprisait pour deux raisons. Alors ça, bon, je peux donner, s'il y a une contribution écrite, je pourrais donner les références dans la correspondance de Liszt, par exemple. C'est que d'abord, dans les fantaisies de Liszt, et même dans toutes les fantaisies sur des thèmes d'opéra en général, il y a une souveraineté partagée de l'auteur sur l'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une œuvre qui fondamentalement a au moins deux auteurs, c'est-à-dire Liszt virtuose, mais aussi le compositeur d'opéra. Et pourquoi pas aussi, d'une certaine manière aussi, même si on ne le voit pas, le librettiste, c'est-à-dire celui qui a aussi écrit le texte de l'opéra. Et l'autre raison aussi, c'est que Liszt les avait conçus pragmatiquement dans le cadre de ses relations avec le public. C'est-à-dire que c'est des œuvres de concert qu'il jouait en concert et qui avaient comme horizon d'attente le public de ces concerts. Il y a donc en arrière-plan une soumission aux contraintes sociales que Liszt
qui était qu'un artiste romantique du 19e siècle et qui voulait, lui, s'affranchir, toute cette génération fait autant, Schumann, Wagner, etc., des contraintes de la société, des contraintes issues de la société de cour, par exemple, cette finissante, si vous voulez, ce qui faisait que Liszt se retrouvait à mépriser cette partie-là de sa création artistique, si vous voulez, privilégiant des œuvres plus sérieuses comme la sonate en si mineur, comme les poèmes symphoniques, etc. Voilà. Ça, c'est le premier aspect donc, qui concerne les fantaisies. Le deuxième aspect, maintenant assez connu aussi, qui est celui de la musique à programme, eh bien, en fait, ce sont des œuvres purement instrumentales qui vont donc signifier quelque chose. Par exemple, la pastorale de Beethoven, Schumann, la symphonie fantastique de Berlioz. Et Liszt lui-même en a fait d'une certaine manière son fonds de commerce à partir de 1848 sous la forme d'un genre nouveau qu'il a quand même plus ou moins créé, même si, puis chez Berlioz, chez quand même ses prédécesseurs, qui est le poème symphonique. C'est-à-dire, en fait, une pièce musicale pour orchestre d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes, qui va évoquer des mythes, je ne sais pas, Prométhée, qui va évoquer, par exemple, aussi des poèmes précis, comme par exemple les préludes par rapport à Lamartine, etc. Alors, la question, c'est que Liszt dit, en fait, des programmes. Et c'est là qu'il commence à être intéressant pour nous. Il dit le programme n'a pas d'autre but que de faire une allusion préalable aux mobiles psychologiques qui ont poussé le compositeur à créer son œuvre et qu'il a cherché à incarner par elle. Donc ça, c'est un texte tiré des Schriften sur Tonkus de 1855. Et on voit très bien déjà, et je rebondis, et si vous voulez, ce que je dis là fait écho à ce que vient de dire Nicolas Méheus tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, le programme a pour but, dans l'esprit de Liszt, de préciser les intentions du compositeur, de préciser ses intentions, et en cherchant à être mieux compris, à limiter les interprétations du public. C'est-à-dire qu'en fait, Liszt parle de psychologie, il parle de mobile psychologique. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, me semble-t-il, dans la musique à programme, peut-être beaucoup plus que les questions de signification, c'est la question du rapport de la subjectivité romantique avec un monde commun. Et je pense que derrière l'opposition, alors ça je ne comptais pas en parler aujourd'hui, mais rebondissant sur ce qu'a dit Nicolas Méheus, je pense que derrière l'opposition entre la nouvelle école allemande, par exemple, et l'école de Leipzig, on a effectivement une interrogation sur la définition, la signification de la musique, est-ce qu'elle signifie autre chose qu'elle-même ou pas, etc. Et qu'on a analysé jusqu'à présent au prisme des questions de signification, on peut aussi penser qu'il y a une véritable interrogation sur la définition du monde commun, avec en arrière-plan le problème d'une subjectivité qui a peur de ne pas être comprise. Parce que si Liszt propose un programme, c'est qu'il a le souci que le public comprenne ses intentions. Donc, en fait, le programme a une dimension pédagogique, si vous voulez. Et on se retrouve dans le cas peut-être de l'opposition entre la nouvelle école allemande de Liszt et l'école de Mendelssohn, Schumann, Brahms, etc., à laquelle adhérait Schelker, peut-être l'idée de qu'est-ce qui crée le monde commun? Est-ce que ce sont des formes musicales sédimentées, la forme sonate, ou des genres canoniques, la symphonie, etc. Ou est-ce qu'il s'agit de la culture dans son ensemble, la littérature, la peinture, la musique, les autres musiques, l'architecture? Et c'est en fait le choix que Liszt va faire. Et à mon avis, un autre problème sous-jacent, qui est l'inscription sociale, y compris économique, de la subjectivité romantique, dans un contexte particulier, qui est le développement du marché de la musique. C'est-à-dire qu'à un moment où la subjectivité du compositeur s'impose et tend à s'affranchir d'un certain nombre de normes sociales qui étaient celles du mécénat du XVIIe et du XVIIIe siècle, le compositeur, mettant sa subjectivité au centre, doit aussi continuer à être en relation avec son environnement. Alors, maintenant, j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé, qui est celui d'un jeune musicologue noyé dans les sciences du langage en 1990. Et ce jeune musicologue, c'est moi. C'est-à-dire que mon premier projet de recherche, en choisissant des œuvres qui étaient pourvues d'une signification liée à la présence de l'opéra, était en fait une véritable interrogation sur la sémantique, la sémiologie de la musique, la sémiotique, etc. Effectivement, une fantaisie s'y prête. C'est un opéra en réduction. Ce que l'on entend, le son de piano que l'on entend, renvoie de toute façon à autre chose. Et en plus, par rapport à toutes les questions de narratologie, quand vous étudiez, par exemple, ce que fait Tarasti, par exemple, étudier une symphonie de Beethoven, par exemple, on n'a pas ce qui se passe avant. Tandis qu'avec mes fantaisies, pour marcher sur les brisées de Gérard Genette, j'avais de toute façon l'hypotexte et l'hypertexte. Et c'est ça qui m'intéressait méthodologiquement à ce moment-là, c'était de me dire, je vais pouvoir m'intéresser aux potentialités narratives de la musique,
mais avec la chance d'avoir ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire l'opéra. Et ça évite, par exemple, si vous voulez, je pensais à ce moment-là que ça allait éviter des problèmes de surinterprétation, comme vous avez, par exemple, sur une œuvre de Liszt qui, a priori, ne renvoie à rien d'autre qu'à elle-même, qui est la sonate en si mineur. Vous savez, mon ancien professeur de piano, à 20 ans de distance, a écrit 2 articles sur le projet narratif de la sonate en si mineur. Il a d'abord expliqué, en reprenant vers par vers, que la sonate en si mineur était en fait une évocation musicale du premier Faust de Goethe. Alors, il vous dit le premier, alors je sais pas, l'introduction, par exemple, pom, pom, ti, ti, da, tim, tim, pom, ploum, ploum. Alors, c'est tel passage du Faust de Goethe. Ensuite, pam, 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 ah, ça, c'est Faust. Bon, très bien. 25 ans après, il nous fait la même chose avec le paradis perdu de Milton. C'est un peu troublant. C'est-à-dire, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, parce qu'il avait vu qu'effectivement, Liszt avait lu Milton à peu près au moment où il composait la sonate en si. Donc, c'est quand même assez troublant. C'est-à-dire, on dit, voilà, est-ce que c'est le Faust de Goethe ou est-ce que c'est le paradis de Milton? Il va quand même falloir choisir. Bon, au moins, avec les fantaisies sur des thèmes d'opéra, j'évitais ce genre de danger. Parce que de toute façon, voilà, quand Liszt fait une fantaisie sur les Huguenots de Meyerbeer, c'est les Huguenots de Meyerbeer, c'est pas tel autre opéra. En plus, il le dit lui-même, c'est dans le titre, etc. Je me suis trouvé très vite devant d'énormes problèmes de méthodologie, notamment la définition de l'hypotexte. Qu'est-ce que c'est? Si je prends, par exemple, je sais pas, les réminiscences de Don Juan, par exemple, est-ce que c'est une représentation de Don Juan à laquelle Liszt a assisté? Est-ce que c'est la partition? Est-ce que c'est la partition d'orchestre? Si tant est qu'il ait pu y avoir accès. Est-ce que c'est la partition pour chant et piano? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Dans certains cas, on avait peu de risque d'erreur dans le cas des opéras de Meyerbeer, il n'y a qu'une seule édition. On ne risque pas de se tromper. Par contre, dans le cas des opéras italiens, vous avez des représentations en français, avec des partitions en français, donc un texte en français. Vous avez des partitions en italien avec un texte en italien, renvoyant à des représentations qui ont lieu au Théâtre des Italiens à Paris, etc., etc. Sachant en plus que Liszt, se promenant dans toute l'Europe, pouvait avoir écouté la Lucrèce Borgia de Donizetti à Hambourg, à peu près au moment où il compose sa fantaisie, il y a une représentation à Hambourg. Bref, je me trouvais devant des problèmes de méthodologie quasiment ingérables. Bon, il se trouve qu'en même temps, les années 90, c'est quand même le moment où dans la musicologie, il y a quand même une très très forte interrogation sémiotique, sachant qu'à ce moment-là, moi je ne connaissais pas les travaux de Nicolas Méeus, j'étais trop jeune, mais, et notamment avec le monument Jean-Jacques Natiès. Donc, je me suis trouvé à me dire, voilà, je vais essayer de voir comment, par rapport à mes fantaisies, que m'apportent les fondements sur pour une sémiologie de la musique de Jean-Jacques Natiès en 1975, musicologie générale et sémiologie en 1987, que faire de la tripartition Molino-Natiès avec un objet qui s'appelle des fantaisies sur des thèmes d'opéra. Il se trouve que, alors je suis probablement aussi assez stupide, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément compris ce que je pouvais en faire, mais je n'ai pas vu ce que je pouvais faire d'une démarche comme celle-là avec mes fantaisies. Je ne voyais pas. Alors, bon, je suis allé ailleurs, j'ai lu Jacobson. Après, je me suis retrouvé, si vous voulez, noyé devant bon, mettez-vous dans la peau d'un musicologue qui n'est que musicologue. Donc, il se dit, tiens, je vais aller regarder du côté des sciences du langage. À ce moment-là, c'est vertigineux. Je prends qui? Jacobson, le groupe Mu, Peirce, Lévi-Strauss, Grémas. Je fais quoi? Comme les musicologues n'avaient pas tellement fait le travail avant, je me trouvais complètement coincé. Et en fait, avec en plus des procès de signification qui flottaient partout, pour reprendre Lévi-Strauss, si vous voulez. Donc, entre le manque d'adhésion et la noyade, j'ai abandonné le projet théorique pour me concentrer sur l'œuvre. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi la grande leçon aussi de Grémas. En ce moment, je suis en train de lire les chroniques lituaniennes. C'est finalement quand même l'importance de l'œuvre. Alors, c'est pour ça que finalement, je me suis laissé guider par ce que me proposaient mes fantaisies en tant qu'objet particulier. Alors, je n'ai pas abandonné mon premier projet de réflexion sur le langage, mais je l'ai fait fonctionner autrement avec ce qu'on appelle la sociologie de l'acteur stratège. C'est-à-dire que j'ai analysé mes fantaisies comme étant le produit de calculs d'anticipation réussis par rapport aux attentes du public, et en étant en même temps, paradoxalement, le produit d'une non-soumission partielle de ces mêmes attentes du public était subverti par Liszt. Et c'est là que j'ai développé, si vous voulez, mon concept de subversion musicale. Et puis en fait, partant d'une interrogation essentiellement empirique sur l'objet qui était en face de moi, je me suis dit, que me dit l'objet? Vers quoi est-ce qu'il m'oriente? Et en fait,
je me suis retrouvé orienté malgré moi vers les questions de forme et non les questions de signification. Alors je fais, oui, comme dit Jean Rousset, vous savez, forme et signification, je suis passé de l'autre côté. Et je me suis rendu compte, je vais aller très vite, que Liszt, toutes ces fantaisies se ressemblaient toutes. Elles avaient toutes la même forme, c'est-à-dire un premier temps extrêmement dynamique, très rythmique, très dynamique, très passionnel, etc. Un deuxième temps qui était un grand largo cantabile d'opéra italien, style bel canto, exemple, alors pas Casta Diva, mais comme tout le monde connaît Casta Diva, je vais le chanter, mais si vous voulez, un thème, un largo cantabile de Fantasy Liszt, c'est ça, c'est voilà, alors, qu'il transforme en nocturne de piano, une réactivation de l'énergie, et pour terminer, un final extrêmement imposant qui conduit vers la cinquième partie de l'œuvre qui n'est pas écrite, qui sont les applaudissements du public. Parce qu'en fait, c'est une œuvre à 5 parties, finalement. Il y a aussi les applaudissements qui font partie de l'œuvre, si vous voulez. Et je me suis rendu compte que ce modèle, Liszt prenait ce modèle, il le reproduisait sur sur toutes ses fantaisies. Et après, je suis allé reprendre un vieux cours de Philippe Gosset, le grand spécialiste américain d'opéra italien que j'avais eu. Et ce n'est plus ni moins ce qu'on appelle la solita forma, c'est-à-dire ce modèle formel de la grande scène d'opéra italienne qui fonctionne de la même façon et dont Liszt a déplacé le modèle sur ses fantaisies, sur des thèmes d'opéra. Je me suis donc trouvé devant un modèle formel qui fonctionnait, qui était à peu près le même, quels que soient les opéras utilisés. Donc, ce qui relativise absolument totalement la question de la signification et conduit à envisager le fait que les fantaisies, bien qu'elles donnent l'impression d'être des œuvres narratives, en fait fonctionnent selon des logiques qui sont pratiquement exclusivement musicales. Sachant en plus que Liszt élabore ce plan qui va réutiliser partout dans ses poèmes symphoniques, etc., y compris dans la sonate en si d'ailleurs, il élabore en même temps, c'est le moment où il esquisse ses concertos pour piano, qui eux sont des œuvres qui ne renvoient à rien. Si vous voulez. Les concertos de Liszt ne renvoient vers aucune narration implicite, ne renvoient pas vers des opéras, vers des poèmes, ça ne renvoie à rien. Donc on voit très bien que dans des œuvres à renvoi, comme les fantaisies, dans des concertos pour piano qui ne renvoient à rien, Liszt élabore son modèle à peu près au même moment. Ce qui veut dire à ce moment-là que j'ai un fonctionnement à deux niveaux, que Liszt avait parfaitement résumé dans sa lettre de 1864 à la comtesse d'Agoult, où il lui dit en attendant, je souscris entièrement et sans réserve aucune à la règle que vous voulez bien me rappeler, que les œuvres musicales, en suivant d'une manière générale un programme, doivent avoir pris sur l'imagination et le sentiment, indépendamment de tout programme. En d'autres termes, toute belle musique doit premièrement et toujours satisfaire aux conditions absolues, inviolables et imprescriptibles de la musique. Proportion, ordonnance, harmonie et eurythmie, qui sont aussi indispensables qu'invention, fantaisie, mélodie, sentiment et passion. Alors je pense que on n'a pas les preuves scientifiques pour ça, mais je pense que cette lettre de Liszt fait référence probablement à des discussions que Liszt avait avec la comtesse d'Agoult, où la comtesse d'Agoult, qui était très intelligente et qui avait beaucoup de bon sens, avait probablement dû dire à Liszt, mais mon cher ami, rappelez-vous quand même que la musique, c'est quand même aussi de la musique, même si elle prétend signifier autre chose. Et à ce moment-là, Liszt lui répond. Donc, à mon avis, ce qui est en jeu, en fait, dans le rapport de Liszt à l'emprunt et à l'emprunt signifiant, c'est probablement beaucoup plus la socialisation de la subjectivité émotionnelle que véritablement des questions de narratologie, des questions j'allais dire, de restitution mécanique du contenu d'un opéra dans des fantaisies purement pianistiques. On peut remarquer d'ailleurs que dans sa lettre à la comtesse d'Agoult, à la fin du passage que j'ai cité, Liszt ne parle absolument pas de narration. Il parle alors bon, en invention, on est d'accord. Fantaisie, il ne faut pas l'entendre dans le genre de la fantaisie sur des thèmes d'opéra, mais dans le genre à l'allemande, de l'œuvre d'imagination, si vous voulez. Bon. Et il parle de mélodie, de sentiment et de passion. C'est-à-dire ça rejoint à la phrase que j'ai citée tout à l'heure sur le poème symphonique et la musique à programme, c'est-à-dire qu'on a affaire, si vous voulez, à une véritable psychologisation de la musique. Et les termes de Liszt, en fait, dans la fin de la citation ici, sont très vagues. Il ne parle pas de littérature, il ne parle pas de sens, mais d'émotion, de sentiment et de passion, avec, à mon avis, la dimension de communication non verbale que l'on trouve dans l'émotion et dans son expression. Alors, je vais terminer maintenant, parce que j'ai presque fini,
avec une évocation très rapide, parce que le temps passe, de la façon dont Liszt travaille son piano. Parce que comme ce sont des œuvres de virtuosité, il y a en arrière-plan aussi des fantaisies sur le thème d'opéra, Liszt pianiste et Liszt virtuose. Et alors, d'une manière assez étonnante, le travail listien de la technique pianistique est un travail déconnecté de toute dimension musicale et de toute dimension expressive. Ce sont des exercices purs qui n'ont pas seulement pour but de développer le mécanisme, qui ont surtout aussi pour but de faire en sorte que les doigts puissent répondre à n'importe quelle situation mélodique, n'importe quelle situation sonore, de la manière la plus fidèle et la plus parfaite possible. Alors ça donne 6 volumes, 3 énormes volumes d'études techniques qui ont été publiés d'une manière posthume, enfin, à l'extrême fin de la vie de Liszt en 1886. Et pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, je vais me contenter de lire les souvenirs, et je finirai là-dessus, de la comtesse d'Ache, qui avait été le témoin, si vous voulez, du jeune Liszt travaillant son piano. Alors, voilà ce qu'elle dit. Elle dit: dans ma maison au-dessus de moi logeait un des rois de la célébrité Liszt. On ne l'appelait plus le petit Liszt, mais il était encore bien jeune. Je le rencontrais souvent, et je vois d'ici sa longue figure pâle et maigre, pleine d'originalité que l'on trouvait très belle. Il descendait l'escalier droit comme un spectre et en faisant beaucoup de bruit. Liszt était le voisin le plus incommode qu'on pût avoir. Il ne jouait jamais ni un morceau ni une improvisation. Il donnait quelques leçons à des privilégiés, et quant à lui, il faisait pendant des heures de suite une cadence double, c'est-à-dire des trilles, des deux mains sur la même note. Ou bien, il adoptait une phrase comme l'évocation des nonnes de Robert, c'est l'opéra de Meyerbeer, Robert le Diable, et il jouait nonnes qui reposaient sous cette phrase de pierre. Pim, pam, pam, pam. Voilà. Et puis il recommençait en variant les tons et à n'en plus finir, mais toujours la même phrase. Une nuit, ce fut le commencement du dies irae et il n'en sortait plus. Il y avait de quoi devenir fou, je vous assure. Aussi, toute la maison s'est réunie-t-elle pour demander son expulsion. Nous l'eussions obtenu, mais il ne nous en donna pas la peine, il s'en alla de lui-même. Donc on voit très bien, chez Liszt, l'alliance des deux aspects, l'approche purement technique qui travaille la relation entre la main et le son, et la réappropriation créative d'un monde commun en vue d'une restitution virtuose dans ce même monde commun, à savoir ici les deux thèmes de Robert le Diable et du Dies Irae. Et en conclusion, je dirais que finalement, effectivement, la citation, les 3 citations que j'ai données montrent bien et rejoignent Schenker et le point de vue de Nicolas Meeus, à mon avis, et ruinent quand même assez fortement la démarche de la narratologie. Si vous voulez, c'est qu'il y a effectivement une symbiosis introversive de la musique et qui est dont Liszt a fait, enfin qui a été à la base même de l'acte créateur listien et de la façon dont il a partagé en fait la relation entre l'aspect purement musical de la composition musicale et, j'allais dire, sa réception sociale. Et je pense qu'on peut finalement terminer sur ce que dit François Rastier dans la sémantique interprétative, page 7, en chiffres romains, quand il évoque la question des zones. C'est ce qui me frappe le plus, si vous voulez. Il dégage 3 zones. La zone de coïncidence, qu'il appelle la zone identitaire, la zone d'adjacente, qui est la zone proximale, et la zone distale, qu'il précise en l'appelant le il, l'autrefois, le là-bas et l'irréel. Et je pense que derrière la démarche très empirique de Liszt, on a probablement une façon de régler d'une manière intuitive, spontanée et très pratique la question de l'implication de la zone, des problèmes de zone dans la création artistique, dans la création musicale et dans la façon dont lui le pensait. C'est-à-dire, en fait, pour paraphraser encore François Rastier, parler de soi, tenter d'être compris en parlant de ce qui n'est pas là. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'ai fini.